salut tout le monde. Désolé pour le contretemps, c'est le premier meet-up physique de React Native Bordeaux. Je suis super heureuse de voir autant de monde pour le premier meet-up physique. Évidemment, rien n'est prêt, hein, vous pouvez le voir. Là où vous êtes assis, ça a été installé il n'y a pas si longtemps même. Ça va tenir, vous en faites pas. En tout cas, voilà, ça me fait très plaisir de vous accueillir tous. Ça me fait très plaisir de partager ça avec DotMine aujourd'hui. Avec Swan également pour le super talk qu'on va avoir. Je vais laisser DotMine discuter un peu de ce que vous faites et de qui vous êtes. Vous le ferez sûrement mieux que moi. Et merci encore à tous d'être là aujourd'hui. Bonjour, bienvenue à tous. On est super content de hoster ce meet-up qui signe aussi la reprise des meet-up en présentiel. Donc nous, ça fait longtemps qu'on voulait en faire aussi. Et donc du coup, quand on a vu ces meet-up que Amélie avait lancés, ça nous semblait naturel de discuter ensemble on va probablement aussi participer bientôt, je pense. En tout cas, donc nous, ça fait du sens parce qu'on fait du React donc avec Nico, qui est mon associé CTO de DotMine. Depuis que React est open sourcé, React Native également. Donc du coup, c'est des sujets qui nous touchent. Et puis aujourd'hui, je vais parler de l'open source, donc du coup, c'est aussi un sujet sur lequel on est actif et qu'on a envie d'être encore plus actif. Donc profitez bien de ce meet-up et puis je vais laisser la parole à Swan. Okay, merci. On peut applaudir un peu? Alors maintenant, c'est mon tour de parler de mon entreprise. Donc moi, je m'appelle Mathieu Altermoon. Ouais. Un peu plus là. Comme ça. Toi t'es personne. Je me mets là. Un tout petit peu encore. Petit réglage de dernière minute. C'est bon. C'est mieux. C'est bon. Je suis dans c'est le bon, cadre. c'est bon. T'es dans le cadre. Ok, super. C'est si bon. Du coup, c'est mon tour de parler de mon entreprise. Donc moi, je suis Mathieu Altermoon, je suis lead développeur front-end chez Swan. Donc Swan, qu'est-ce que c'est? En gros, pour faire très simple et pas trop barbant, c'est une banque, comme une banque classique, ING, machin, toutes les banques traditionnelles, mais totalement programmable via API. Donc, comment ça se manifeste? En gros, c'est simple, vous avez une API GraphQL pour faire tout ce que fait une banque classique. Prélèvement, créer des cartes virtuelles, créer des IBAN virtuels, etc., etc. Vraiment la gestion de compte complète. Donc il n'y a pas de clients finaux, c'est-à-dire que vous êtes Madame Michu, vous ne pouvez pas ouvrir un compte chez Swan, c'est un SaaS, Stripe ou autre SaaS. Donc du B2B2C, vous en tant qu'entreprise, ça vous permet d'intégrer des fonctionnalités bancaires dans votre produit. Pas forcément de devenir une néobanque, mais carrément en fait, d'avoir des fonctionnalités bancaires. Donc exemple, vous êtes un site de petite annonce immobilier très connu et vous dites j'ai envie de devenir une agence 2.0 ou genre les propriétaires qui se connectent sur ma plateforme pourraient gérer les loyers, etc. Vous créez des comptes à la volée à vos proprios, vous leur donnez un IBAN et après derrière, dans votre interface, ils peuvent collecter des loyers ou non. Donc c'est pas un produit qui se destine uniquement aux néobanques, dans le sens où on a un agrément bancaire qui permet à n'importe qui d'intégrer ces fonctionnalités sans faire de dossier qui est compromettant, etc. Sans avoir beaucoup de paperasse à faire, en 5 minutes vous inscrivez. Donc comment en fait s'intègre React Native dans tout ça? C'est assez simple. Aujourd'hui on a une application qui permet de faire du consentement et de l'authentification. Un peu comme votre application bancaire va vous réveiller pour vous dire attendez, en fait là tu essaies de faire un paiement sur tel site, est-ce que tu es sûr de vouloir faire ce virement? On confirme dans l'appli, là c'est pareil, on a une application qui est l'application Swan qui vous permet en fait de valider vos paiements, vos créations de cartes, suppression de cartes, etc. Tout ce qui concerne le consentement. Ça ne vous permet pas de contrôler vos comptes, au sens où ça reste côté partenaire, mais ça vous permet de faire tout le reste. Donc, on arrive au bout du sujet. Donc, designer et maintenir une librairie open source React Native. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je fais ça depuis un petit bout de temps déjà. Et en fait, pour situer un petit peu, genre, à qui je m'adresse, j'aimerais bien que chacun... Donc déjà, est-ce qu'il y a des gens qui font du React Native régulièrement? Qui en ont déjà fait? Ok. Et parmi ces personnes-là, est-ce qu'il y en a qui font des modules natifs? Donc de l'objectif C, du Java, du... Ok, déjà beaucoup moins de monde.
Donc, je vais me représenter un petit peu à nouveau, parce que je vais présenter ma boîte, c'est moi. Donc, je m'appelle Termoon, comme j'ai dit, lead front-end développeur chez Swan. Je suis aussi podcast host chez Putain de Code. Donc, je fais partie de la team, la core team de Putain de Code. Donc, si vous écoutez les podcasts, je suis dedans. Et je suis mainteneur de ces 3 librairies, enfin les plus grosses. Donc React Native Splash, React Native Localize, React Native Permission. Je ne sais pas si vous en servez ou pas, s'il y a des gens qui s'en servent. Ok, cool. Donc je fais ça depuis un bout de temps, depuis que j'ai commencé React Native, un peu comme .mine à ses tout débuts. Je crois que j'ai commencé, c'était en 0.14. Il y avait des breaking change tous les 2 semaines, c'était l'enfer. Je suis un ancien membre de la React Native Community, le groupe qui a été fait avec Facebook, Microsoft et des presets, des membres externes pour faire le Linkcore. Voilà. Je vais revenir sur l'architecture de React Native vite fait. Donc pour les gens qui ne connaissent pas trop, et on va partir de l'architecture actuelle, donc, pas celle qui arrive par la suite. Donc c'est assez basique. En fait, vous avez plusieurs threads, plusieurs couches applicatives au sein de votre application. Vous avez une partie native, donc en fait c'est là où vous allez faire de l'Objective-C, du Java, du Kotlin, du Swift, whatever. Vous avez la notion de bridge. Le bridge, c'est un pont qui a entre d'un côté votre JavaScript et de l'autre côté donc, le natif, qui utilise des WebSockets et des messages en fait qui sont serialisés en JSON. En gros, vous avez un composant côté React qui va dire bon, moi je suis un composant, je suis une view, je veux me rendre de telle façon, c'est un objet qui est serialisé, qui est passé au bridge natif, enfin via le bridge au natif, et à partir de là, lui, sait quoi rendre du côté natif. Et après, derrière, vous avez, là, c'est JSC donc, qui est présent sur le schéma. JSC, en fait, c'est l'interpréteur JavaScript, un peu comme vous avez dans votre navigateur. Donc, JSC, c'est JavaScript Core, donc ça, c'est pour Apple, la plateforme Apple, c'est le moteur de rendu JS de Safari. Et après, donc, vous en connaissez sûrement d'autres, notamment Navi8, donc Chrome, etc. L'interpréteur JS. Aujourd'hui, dans React Native, on a même Hermes, qui est inclus par défaut, qu'on peut activer. Donc c'est l'architecture en fait qui est utilisée pour tous les modules que j'ai cités précédemment. Alors le gros problème, on va dire, avec cette architecture, c'est que plus on va ajouter de targets, ça va être compliqué. Plus il y aura un coût en fait, de dev et de maintenance qui sera élevé. Là par exemple, c'est assez simple, c'est React Native Localize, une de mes lignes. Il y a un support de Windows, il y a un support d'Android, un support d'iOS et un support de React Native. Donc effectivement, on se retrouve avec une codebase qui ressemble à ça. Déjà, c'est lourd dans le sens où ça fait beaucoup de compétences à avoir sur toutes les plateformes qui ont chacune leur API propre, leur langage propre, etc. Et ça freine aussi, on va dire, les contributeurs. C'est difficile d'arriver sur une codebase pareil en disant j'ai juste envie de fixer quelque chose sur React Native Windows par exemple et risquer de ne pas tout casser en fait. Dans le sens où on ne peut pas tester toutes les plateformes, etc. Donc pour la simple, c'est bordel. C'est vraiment le bordel. Mais vous allez voir, on va y aller doucement, histoire de quand même vous donner envie d'en faire un petit peu. Donc pour revenir un petit peu sur cette notion de bridge, donc le pont, qui est entre la partie native et la partie JavaScript. Donc à quoi ça sert? C'est assez simple, ça fait 3 choses. Donc, ça vous permet en fait de lire donc, la donnée de façon synchrone, qui est exposée côté natif vers le côté JS avec des constantes. Ça permet en fait de faire des appels asynchrones, soit pour obtenir de la donnée, soit pour effectuer des actions en utilisant des promises et des callbacks, soit de recevoir des événements avec un event editor. Donc, pareil, en fait, vous souscrivez un événement avec un add event listener et ça vous permet d'écouter des changements côté natif. Donc, comment ça se manifeste? Comment ça se manifeste, ce genre de choses? Donc là, on va partir d'un exemple extrêmement simple. On veut exposer des constantes du thread natif vers le thread JavaScript, TypeScript ici en l'occurrence. Donc, dans votre module Objective-C, donc là ici c'est Objective-C, vous pouvez faire du Swift également. Vous allez pouvoir override une méthode qui est constant to export, qui vous permet donc d'exposer les valeurs côté JavaScript. Côté JavaScript, c'est comme ça que vous allez les lire, vous allez avoir native module. La possibilité en fait ici, et à partir
Là, bon, bah, c'est totalement synchrone, c'est exposé à l'initialisation du module, vous pouvez récupérer la donnée immédiatement. Sauf que forcément, la donnée elle peut évoluer dans le temps. Et on a la même partie côté Java, donc pareil, vous avez UHMap, vous pouvez lui définir des constantes à l'initialisation du module, et vous le récupérez côté JS. Jusque là, c'est relativement simple. Ça vous permet également, donc, comme je le disais, des méthodes, des promesses, des contacts. Donc là, ça devient un petit peu compliqué. On reste sur et de dire je veux juste récupérer la time zone du device. Vous allez avoir ce qu'on appelle les macros en Objective-C. Donc vous avez RCT export méthode qui vous permet d'exposer une méthode donc natif côté JS. Ici, elle s'appelle getTimeZone. La syntaxe est dégueulasse, je suis désolé, c'est Objective-C, mais c'est comme ça. Vous avez getTimeZone donc qui prend en entrée, qui retourne une promesse qui est vide avec un try catch au final. Bah, si j'ai la valeur, je réserve la valeur. Si je n'ai pas réussi à l'obtenir, bon, là normalement ça ne va pas acheter d'erreur. Pour l'exemple, vous allez retourner une erreur. Derrière, bah, vous de l'autre côté, vous avez votre promesse, une promesse de string ici, et vous pouvez la catcher en fait s'il y a un souci, etc. Exactement comme une promesse JavaScript classique. Donc à savoir que là, c'est des méthodes qui sont relativement simples, dans le sens où je ne passe pas de paramètres en entrée à la fonction. C'est-à-dire que en fait, j'appelle ma fonction getTimeZone, elle ne prend aucun paramètre et elle va toujours retourner une timezone. C'est assez facile. Ce qu'il faut savoir, c'est que derrière, vous avez tous ces types qui sont gérés. Donc, ici, en fait, on a un tableau de correspondance entre, d'un côté, l'Objective-C. Vous allez avoir côté Objective-C, N correspond à un string en JavaScript, bool c'est un booléen, etc., etc. Donc, on a la même chose en Java, sauf que ça fonctionne avec une annotation. Le petit React méthode, ça veut dire au final expose cette méthode côté JavaScript. Et donc ça prend une promesse en paramètre, et pareil, vous pouvez resolve cette promesse en JavaScript. Et côté TypeScript, c'est la même chose. Pareil, vous avez un tableau de correspondance entre les types Java et les types JavaScript. Et la dernière chose qu'on peut faire, au final, c'est recevoir des événements du thread natif vers le thread JS, à l'inverse. Donc là, c'est peut-être un peu plus compliqué. Pareil, on va sur un exemple assez basique. Vous avez deux méthodes. Donc start observing qui va vous dire, OK, il commence à y avoir, il y a un event emitter qui écoute. Donc tu commences à faire quelque chose. À partir de là, je vais écouter s'il y a des modifications de timezone, le fameux NS System Timezone Did Change Notification. Et à partir du moment où il n'y a plus d'event emitter qui écoute, stop observing sera appelé, ce qui me permet au final aussi de libérer les event emitters côté natif. Après, derrière, vous avez tout ce qui est supported event, qui est un tableau de string. Ce qui fait que si derrière vous essayez d'écouter un événement côté JS qui n'est pas supporté côté natif, vous allez directement recevoir une erreur en, fait, en disant bah, on va tester d'écouter un événement qui n'existe pas, que Timezone Change n'existe pas. Et donc là, j'ai mis un événement un peu plus compliqué, dans le sens où j'envoie une réponse avec un body. Donc là, on voit qu'on a un NS Dictionary. C'est cette syntaxe accolade avec des arrobase accolade. Et au final, ça va se transformer en objet JS de l'autre côté. Donc vous allez avoir en fait un objet où date est une string et value est également une string. Et donc pour l'écouter, de l'autre côté, c'est pareil. On importe native event emitter depuis React. Native, on crée un emitter. Et la même chose du coup côté Java, on voit que toujours pas de méthode. Et en fait, pour que ce soit un peu plus parlant, parce que là je vous ai présenté ça comme ça, je sais que et au final, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller sur je vais aller dans VS Code. C'est pas facile parce que du coup j'ai
si vous voulez créer des modules demain, juste à remplacer en fait leur full name URL. Tout est dans le README, il faut juste suivre. On va passer un petit peu tout ça, c'est assez facile. Donc ici, en fait, de base, il y a une librairie qui est assez connue, en fait, des gens qui font des modules réactifs, qui s'appelle Bob. Bob, c'est un bundler. C'est un bundler en fait qui, à partir de votre fichier, de vos fichiers TypeScript par exemple, va générer toutes les type definitions, va s'occuper que chaque fichier est au bon endroit, etc. Et il est capable de gérer en fait le multiplateforme. Donc par exemple de dire ok, tu veux vous allez avoir aussi à la racine, du coup, c'est un fichier podspec. Donc, qu'est-ce que un fichier podspec? Au final, c'est CocoaPod. Donc, CocoaPod, c'est l'équivalent de NPM pour tout ce qui est natif iOS. Donc, pour les gens qui ont connu React Native il y a très longtemps, à l'époque, on faisait du drag and drop directement en Xcode. Après, on a commencé à faire du CocoaPod en disant ok, mais il faut taper la ligne. Maintenant, aujourd'hui, ça se fait de façon automatique, où on ne le voit même plus. C'est-à-dire que vous faites un yarn et installe une librairie native. Et à partir de là, en fait, il va faire ce qu'on appelle de l'auto-linking. Il va run tout seul le pod update. Ça pour dire mes fichiers. Là, en l'occurrence, je lis tout ce qu'il y a dans le package JSON pour éviter la duplication. Je vois qu'au final, je dis mes sources iOS sont iOS et c'est des fichiers HM. Potentiellement, ça va très bien. Après, derrière, mon test config, ça c'est TS, peu importe, une licence contributive, code owner. Et après, par contre, comment, alors c'est ma méthode, je ne garantis pas que c'est la meilleure, mais comment développer au final un module React Native? C'est pas compliqué parce qu'au final, à chaque fois qu'on fait des modifications, si elle est côté JS, il n'y a normalement aucun souci. Par contre, si elle est côté natif, au final, on n'a pas vraiment de guideline dans la documentation sur comment architecturer le repo. Donc, personnellement, ce que je fais, c'est que dans systématiquement tous mes projets, j'ai un dossier qui est example, qui est au final à la fois l'exemple de c'est qu'à partir du moment où vous installez vos dépendances, vos pods, vous avez la possibilité au final de venir linker le module qu'il y a dans le dossier du film. Ce qui vous permet au final, donc, plutôt que d'avoir à faire des yarn install en permanence, etc., développer directement vos modifications donc ici. Donc là par exemple, on va voir, je vais lancer un yarn. Donc, vous avez donc votre module qui est ici, et après derrière, vous avez directement la possibilité de faire vos modifications depuis Xcode et depuis les pods. La seule chose à faire évidemment, c'est de ne pas refaire une installation des dépendances sans avoir copié à nouveau dans le dossier parent. Sinon vous allez réécraser tout. En fait, c'est comme si vous alliez faire des modifications directement dans votre module pour développer votre module. Et je vous assure qu'il n'y a pas réellement... Il y a des meilleures façons maintenant, mais c'est pas non plus incroyable. Mais voilà, c'est ma façon de faire. Et après, derrière, je fais exactement la même chose sur Android. Donc ça, dans Android Studio, vous avez la possibilité d'avoir vos dépendances Gradle. Et donc, on fait les modifs, on run. À partir de là, si ça marche bien, on les met dans le package au-dessus. Et après, derrière, on refait un yarn install pour tout remettre dans notre module. C'est hyper contraignant, mais malheureusement, pour le moment, ils ne s'occupent pas réellement de ça, quoi. Donc là, en l'occurrence, on va partir sur l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure, assez basique. On va reprendre un petit peu les exemples. Donc, on voit qu'ici, j'ai mon dictionnaire, NS Dictionary, qui est les constantes à exporter. Donc, j'ai ma time zone initiale. Donc, c'est ce que je vois ici. Initial time zone.
fois que j'ai mon module, et donc ici je peux utiliser directement cette constante, donc comme je dis qui est un string. Si je fais un get current time zone, au final c'est ici ma promesse, qui appelle ici, cette macro, qui est l'exol avec la time zone. Et après derrière, si je veux changer mon time zone, c'est pas simple parce que voilà, là, c'est pas pratique. Recherche, il est toujours en haut. C'est bon. Image région. C'était là, hein? Parce que j'avais fait le test. En anglais, j'aurais fait. Non, région, c'est. Non, c'est rien. Attends, je me demande s'ils l'ont mis sur le simulateur. Ah non, c'est vrai. Ok, je peux pas vous montrer cette partie parce qu'en fait, le problème des simulateurs iOS, c'est que ça se synchronise avec les préférences du device. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que j'aille changer le time zone de mon Mac. Et je suis même pas sûr que ça déclenche l'événement. Par contre, vous pouvez me croire, ça fonctionne sur un vrai device. Mais oui, donc effectivement, exactement comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le start observing qui écoute le time zone, le stop ici, et le send de l'événement. Et après, derrière, j'utilise un hook, un use effect, c'est la possibilité de faire un listener et d'être prévenu en fait. Donc voilà au final comment ça communique pour le moment. Encore une fois, il va y avoir des évolutions, il y a une nouvelle architecture qui est en cours de dev, c'est pas encore public, c'est pas encore documenté. Donc pour le moment, au niveau des modules, on ne passe pas dessus parce que ça reste relativement instable. Ça va encore être là pendant un bon temps. Si vous, votre objectif, c'est de faire un module qui va wrapper des API système, des API iOS, Android, etc., potentiellement, ça vaut peut-être le coup d'expérimenter avec donc, la nouvelle architecture, ce qu'on appelle JSC, c'est le nom de code de la nouvelle architecture en partie. Par contre, d'ailleurs, si votre objectif c'est de faire un SDK pour votre entreprise, de venir wrapper des librairies, vous pouvez sans problème utiliser ça, dans le sens où pour faire des bindings, ça suffit très largement. Et à moins d'avoir des impératifs de performance énormes, normalement, vous devriez vous en sortir. Normalement. Vous pouvez vous en sortir en fait. Il n'y a pas de souci. J'ai coupé le. Non, je vais pas m'en sortir. Et revenir sur ça. Voilà, donc ça c'est le lien vers les sources. Je vous communiquerai tout. Donc, le template de module. Après, derrière, ce qu'il faut savoir, c'est que Bob, du coup, l'outil de bundling de modules que je vous ai présenté tout à l'heure, a aussi une commande. Donc, si vous voulez créer des modules, vous avez la possibilité de dire ok, en fait, je vais démarrer un module React Native, ce sera juste support iOS, Android, je fais ça en Swift et en Java, en Objective-C, en Kotlin, peu importe. Il y a tout ça qui est inclus. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça va vous générer un peu plus verbeux que celui du repo. Par contre, si derrière vous faites du Swift ou du Kotlin, je vous avoue que le repo il est juste Objective-C. C'est le seul langage que je maîtrise. Et j'avoue que je n'ai pas forcément encore pris le temps de tester. Mais en même temps, ça fonctionne. Ok, donc là, vous vous dites c'est cool, j'ai fait mon module, c'est parti. Je le publie sur NPM. Et là, en fait, je regrette de vous dire que vous avez fait la base. Vous avez fait 20% du taf, la technique, l'organisation de repo, tout ça, c'est bien. Mais derrière, maintenant, si vous voulez gérer une communauté, c'est autre chose. Donc, c'est la partie du top. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au final, à partir du moment où vous mettez une libre en open source, vous allez vous confronter à tout un tas de personnes qui sont formidables, qui utilisent votre libre, mais derrière aussi qui ont peu de considération pour les humains qui sont derrière l'open source.
savoir que là, par exemple, bon, j'ai pris quelques petits exemples sur mes... Très faux, je vous rassure. Très faux. Par contre, le contenu de l'APR est vrai. Donc à savoir qu'à la base, j'avais des templates, d'issue, donc en Markdown, avec un gros commentaire qui disait « Oui, alors n'hésitez pas à remplir ça, machin. » Ça ne pourrait pas vous aider. Et il y a des personnes qui vont, par exemple, mettre tout le contenu d'issue dans le titre, le mettre au détail, débrouille-toi avec ça. Okay. Là, on arrive sur des cas réels, par contre. Il n'y a pas très longtemps, quelqu'un qui m'a dit « J'ai lancé NPM Audit sur un truc. » Il m'a fait toute une description en espagnol. Le problème, je ne parle pas espagnol. Et du coup, bah, en plus, la lib n'a aucune dépendance. C'est juste qu'en fait, le NPM Audit lui remonte des erreurs qu'il y avait au final. Donc voilà. Après, pareil, il y a des... Vous avez été super gentil de fournir une lib. Du coup, il dit bon, il doit être super gentil en général. Du coup, je vais lui demander comment je peux faire ça sur Android. Je sais pas. Bon, je suis ni Stack Overflow, ni la documentation Android. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je réponds aux issues qui sont dans le scope du module. Si ça dépasse le scope du module, faut pas se monter avec ça, quoi. Alors, du coup, ça, c'est une des dernières que j'ai eues il n'y a pas très longtemps. Donc, il y a eu un gros changement, en fait, dans Android, Android 12. Maintenant, ils mettent l'application. Ils ont fourni, en fait, un module Android X qui permet d'implémenter ça, qui est une catastrophe pour le moment. C'est totalement inutilisable, mais bon, c'est Google. Et donc voilà, j'ai eu cette requête il n'y a pas très longtemps. Je vous rassure, en vrai, c'est une blague. C'est un mainteneur React Native qui est très connu aussi. Il bosse sur des gros modules, genre React Native Firebase ou React Native Device Info par exemple. On bosse souvent ensemble, mais du coup, c'était pour souligner le fait qu'on se mange ce genre de remarques et d'issues, de pull requests en permanence. C'est pour insister un petit peu avec humour, mais bon, j'avoue que ça m'a quand même trigger un tout petit peu quand j'ai vu le titre. Donc, ce qu'il faut savoir au final, c'est qu'aujourd'hui, dans open source, il y a des gros projets qui dépendent parfois d'une seule personne. Genre, dans toutes vos applications, vous utilisez plein de dépendances qui sont gérées par un seul gars. Et c'est hyper fragile. Parce que vous avez sûrement dû passer sur XKCD. Voilà, donc ça, c'est votre stack, c'est votre produit, c'est ce que vous vendez des millions d'euros. Et en fait, potentiellement, effectivement, il y a quelqu'un qui a fait ça au fin fond de son garage parce qu'il s'ennuyait le week-end. En fait, si ça pète, potentiellement dans la merde, parce qu'en plus, on ne retrouve plus le gars, évidemment. Faut pas vous sentir coupable, en fait, malgré tout, de ça. Là, par exemple, je prends un exemple qui est assez récent, DocZ, qui est un projet qui a pas mal cartonné sur GitHub, s'est fait totalement passer par son succès. C'est-à-dire que un moteur de documentation, ça a explosé. Donc, on voit un point star, wow, incroyable. Sauf que derrière, le gars, il a totalement disparu pendant quasiment 6-8 mois. Les issues se sont accumulés, les pull requests se sont accumulés. Et sauf que derrière, le gars est revenu en disant « Je suis désolé », il a totalement burn-out, et il a fait un long message qui j'ai coupé forcément, mais je l'ai mis dans les sources à la fin. Un long message d'excuses, alors au final il ne doit rien à personne. C'est-à-dire qu'il a fourni ça gratuitement à des gens, et malgré tout, il se sentait coupable de les avoir abandonnés. Donc mon conseil, c'est qu'il faut se préserver. Quand on fait de l'open source, alors au début, si vous avez juste quelques utilisateurs, ça ira, mais à partir du moment où ça prend, préservez-vous. Pareil, je vous ai mis un super article qui sera dans les sources à la fin. Bon, les noms de l'open source ne doivent rien. À leurs utilisateurs. Qui m'appelle? Je reçois au moins 5 appels tout à l'heure. Donc, des tricks, mes méthodes perso en tout cas, pour contenir un petit peu tout ce burn-out d'open source. Des choses que j'ai mis en place avec le temps. Parce qu'au début, j'ai peut-être été trop gentil ou trop laxiste sur certains sujets. Et donc voilà, c'est des stratégies, on va dire des stratégies de défense et d'hygiène mentale vis-à-vis de tout ça. Donc, première chose à faire, vraiment créer beaucoup de labels, faites du triage d'issues.
faites vraiment du triage. Moi, typiquement, donc, on connaît les classiques, est-ce que c'est une issue, est-ce que c'est un bug, est-ce que c'est une feature request. J'en ai des en rab en mode il n'a pas respecté le template issue, pas assez d'infos, etc. Ou alors je vois que la personne elle crée une issue, je lui demande plus d'infos, silence radio pendant 2 semaines, on met un petit label qui va bien, on clôt et c'est fini. Au moins c'est propre. Après vous avez tout le système en fait, du coup d'issue template. Et ce qu'il faut savoir c'est que depuis quelques temps, GitHub a amélioré ça, il y a quelque chose qui s'appelle GitHub Forms, qui est disponible pour les repos publics en bêta, et qui vous permet non plus d'avoir un markdown dans les issues pour dire ok, n'oubliez pas de mettre les infos, etc. etc. Donc, un markdown c'est bien, sauf que la plupart du temps, les gens ils font CTRL-A, supprimer, et moi je mets l'issue que je veux. Là maintenant vous avez la possibilité en fait de définir donc, directement des flows, donc des flows d'utilisation, de création d'issues. Donc moi par exemple j'en ai 2, je vais avoir tout ce qui est bug report, feature request, et après vous pouvez même définir des liens. Donc moi typiquement ce que je fais c'est que je dis ok tu utilises Expo, c'est pas mon souci. Expo en fait il faut savoir c'est un produit commercial par-dessus React Native. Ils ont un service commercial, ils ont un produit qu'ils vendent et ils ont un support. Donc tu utilises Expo, tu vois avec eux. Je suis pas là pour faire le support. Et si c'est une question d'ordre général, demande peut-être plus à Stack Overflow parce que dans tous les cas, moi je vais la fermer. Si ce n'est pas une question qui est relative à l'utilisation du module, il y a peu de chances que ça reste ouvert et que je réponde gentiment. Je réponds gentiment, mais je ne réponds pas à la question, vous m'avez compris. Du coup, ça se manifeste comme ça. Donc, maintenant, aujourd'hui, vous pouvez avoir ce genre de choses. Donc vous voyez que ça génère des formulaires avec des champs requis, etc. etc. Là, si la personne ne joue pas le jeu, il y en a encore un. Il y a des personnes où mais se marient du bug, ils font un nothing here. Oui, bon, non. Ça vous permet vraiment de dire, ok, là, tu n'as fait vraiment aucun effort et de clore immédiatement l'issue. Donc avant, je faisais comme ça. Donc, comme je vous disais, j'avais un label no issue template. Si la personne effaçait tout pour mettre quelque chose à l'intérieur, je disais, en fait, il y aura d'issue template. Je clôt, et à la rigueur, elle peut réouvrir une PR en fait, qui sera détaillée. Il n'y a aucun souci, elle peut réouvrir une issue, mais je n'ai pas forcément le temps en fait, de répondre après dans le issue en disant n'oublie pas de mettre ça, n'oublie pas de mettre ça, et ton device, et t'as utilisé quelle version de la lib, etc., etc. Tirer les verres d'une N personne si jamais cool. Donc c'est mieux de lui dire écoute, il n'y a pas d'issue template, tu recommences de zéro, tu fais l'effort, et là on va considérer l'issue. Comme vous le disiez, il ne faut pas se sentir. Là, vous dites, ok, c'est chaud, mais il ne faut pas se sentir mal de ne pas répondre à tout le monde, de ne pas répondre à toutes les demandes, parce que parfois, en fait, il va y avoir des gens qui sont débutants, qui sortent d'école, ils ont un projet de fin d'année, ils utilisent votre lib, c'est trop cool, mais s'ils ne font pas l'effort, tant pis. Je veux dire, moi, j'ai eu des personnes qui m'ont dit, ok, je fais un projet de fin d'année, qui demande de l'aide, et là, vous pouvez prendre le pas de dire, ok, lui, je vais l'aider, parce qu'il a mis l'effort, parce qu'il a fait l'effort de détailler, il a expliqué son besoin, etc. Par contre, les personnes qui font pas d'effort, en tout cas pour décrire l'issue, etc., c'est pas grave. Et même si la personne, elle vous dit, ok, il y a une issue, machin et tout, qui est vraiment grave, qui est arrivé dans notre appli et tout, si la personne ne vous donne pas de détails, il ne faut pas se sentir mal, dans le sens où s'il y a vraiment une issue et que votre lib est utilisée, il y a d'autres personnes chez qui ça va se passer, et potentiellement, eux vont vous la remonter avec plus de détails. Et vous traiterez à ce moment-là. Donc, autre exemple de pourquoi il ne faut pas se sentir mal vis-à-vis de tout ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que React Native Permission, l'une des 3 libs que je maintiens, elle est utilisée dans des relativement gros projets. Donc là, je donne 2 exemples. Donc, il y a Edge sur iOS, et l'application PlayStation. Et en plus de ça, ce qui est cool, c'est que par exemple Microsoft, déjà ils s'en servent, mais en plus ils font des PR incroyables, où ils mettent 2 semaines de jour homme avec un ingénieur qui va me faire un truc mais aux petits oignons, avec des tests, avec de la documentation, vraiment tout est fait. On voit qu'il y a un investissement de leur côté pour ajouter du support de React Native Windows. Sauf que malgré tout ça, ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'ai pas de machine pour tester par exemple React Native Windows.
j'ai juste un Mac, j'ai pas de place pour installer une VM Windows qui prend 60 Go au bas mot, Windows 10. J'ai un Mac de 156 Go, je fais de mon mieux. En plus, j'ai Xcode, donc voilà. Au bout d'un moment, c'est compliqué. Moi, je leur dis, ok, c'est super votre truc, mais moi, je n'ai pas les moyens de tester votre PR. Et pareil, si j'ai une demande demain, si quelqu'un me dit j'ai un souci, donc avec la partie Windows de cette appli, enfin de ce module, je n'ai pas le moyen de tester, je n'ai pas le moyen de reproduire, je ne peux rien faire. Donc moi, je suis allé les voir, parce qu'on avait un Discord en commun, et je leur ai dit, écoutez, est-ce que vous n'avez pas genre une petite surface Go ou machin, genre juste, filez-moi un ordi sur ça va être de dire, non, nous on fait pas ça. C'est-à-dire, oui, on est contributeur, ça on fait pas par contre. Et bon, en attendant, on se dit, ok, il y a une plus-value qui est réelle pour les gens qui utilisent le module, de dire, ok, super, en fait, je connais déjà le module, je peux développer sur Windows. Donc d'un point de vue utilisateur, c'est génial. Par contre, moi, d'un point de vue maintenance, coût de dev donc, et coût de maintenance, c'est un cadeau empoisonné. Dans le sens où moi, je ne peux rien faire là-dessus. Ma stratégie aujourd'hui, c'est de dire, il y a un souci, les trois personnes de chez Microsoft qui m'ont aidé à cette PR, je les ping systématiquement. En mode, Microsoft fait un truc. Parce que moi, je peux rien faire. Mais bon, après, derrière, eux, ça leur apporte une vraie plus-value. Il ne faut pas croire. React Native Windows, c'est un vrai argument commercial. Donc, ils en sont bien contents. Donc voilà, n'oubliez pas qu'en fait, l'open source, ça rapporte énormément aux entreprises. Genre, vraiment, le ratio temps pris et valeur apportée aux entreprises, il est énorme. Donc, il ne faut pas rentrer dans ce jeu de la culpabilité en disant « Ah oui, mais attends, il y a telle feature qui est sortie, etc. C'est pas encore fait. » Ou alors « Ah machin, c'est cassé sur Windows et tout, mais tu t'as pas fixe. » Non, d'un moment, en fait, vous êtes juste un être humain, encore une fois. Il faut se préserver. S'il y a des personnes pour qui c'est cassé, c'est génial, c'est l'open source. Pull request. Poussez à la pull request. Pour l'exemple, ça, c'est mes sponsors. Donc, sur GitHub, malgré qu'au final, les 3 libres dont je parlais plus tôt, c'est environ 400-500 000 téléchargements par semaine. Donc, ok, je sais qu'il y a de la CI, etc. Genre, globalement, ça fait quand même pas mal d'utilisateurs. J'ai une première entreprise qui m'a versé 50 $ par mois. C'est incroyable. Sinon, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est un pote. Ça, c'est un pote. Et ça, c'est un pote. Donc voilà, j'avais 3 € avant de sponsoring, enfin 3 $ de sponsoring avant justement que le club IAK me finance un petit peu. Mais sinon, voilà, tout ça pour dire, il ne faut pas compter là-dessus, faites pas d'open source pour l'argent, ou en tout cas pas sous cette forme-là. C'est-à-dire qu'on peut faire de l'open source pour l'argent, par contre s'il n'y a pas d'obligation financière dans l'usage du module, il n'y aura pas d'argent. C'est systématique. Par contre, si vous pouvez tout à fait contraindre, en fait, dire ok, telle feature, etc., c'est dans une version un peu plus du module qui n'est pas open sourcé. Comme ça, vous avez une brique solide avec des contributeurs, etc., et vous donnez un peu à la communauté. Et à partir de là, vous avez une petite obligation pécuniaire qui vous permet de gagner de l'argent. Par contre, si votre module est intégralement open source et qu'il n'y a pas d'obligation financière, ne comptez pas sur le fait d'avoir des donations. Ça marche pas. Pareil du coup pour tout ce qui est expansion du module, ce qu'il faut savoir c'est que c'est vous le mainteneur, vous êtes le mainteneur du module, donc n'hésitez pas à expliquer déjà ce que vous voulez faire avec. C'est pas parce que c'est open source que ça appartient à tout le monde. Généralement c'est vous qui allez dealer avec les issues, c'est vous qui allez recevoir des mails à je sais pas quelle heure. Donc mettez les choses à plat. Moi ce que je vous conseille, alors d'un point de vue mode, si vous faites un module React Native, c'est suffisamment compliqué en fait, de devoir supporter toutes les plateformes, les évolutions, etc. Pour commencer à ajouter des choses un peu fancy. Un exemple relativement simple, on est sur Active Permission, nouvelle version d'iOS sort, il y a telle nouvelle permission qui est dispo, ok, il y a une PR qui est reçue pour supporter cette permission. Là c'est ok, on considère la PR parce que ça va dans le sens de la librairie. Ça va ajouter une feature à l'existant. Par contre, quelqu'un qui me dit « Ah, j'adore ta lib, mais j'adorerais avoir une API basée sur les autres serveurs. » Cool, mais fais une surcouche. Enfin, c'est pas à vous d'intégrer ça forcément dans le corps.
parce que derrière, ça va vous ajouter du coût de développement, du coût de maintenance, et potentiellement une source de bugs supplémentaires, ou des issues supplémentaires. Donc vraiment, ça, faut peser le pour et le contre avant d'accepter ce genre de fonctionnalité. Vraiment, je vous conseille de rester sur un truc qui est très restreint et qui se focus sur une seule chose, quoi. Donc, je vais prendre un exemple qui est très concret. Au final, avant React Native, il y avait beaucoup de modules. C'est-à-dire qu'il y avait énormément de composants, il y avait énormément d'API inclus par défaut. Sauf qu'au bout d'un moment, c'était maintenant. Ils n'arrivaient plus du tout à sortir les nouvelles versions. C'était l'enfer, il y avait à chaque fois des régressions pas possibles. Et donc il y a Christophe, en fait, qui est l'ancien PO de Jest, qui est arrivé sur le projet et qui a dit ok, on a 20 ingénieurs full-time, plein temps sur React Native, et on n'arrive pas à s'en sortir. Et ils ont commencé à jeter des trucs. Ils ont jeté des features, ils ont viré beaucoup d'API, donc async storage, etc. Tout est parti en fait dans des modules externes qui ont été donc donnés à la communauté. Encore une fois, des cadeaux empoisonnés, mais il fallait bien que derrière le corps devienne maintenable. Donc pour vous dire que si même la team React Native, qui sont 20 à plein temps, n'arrive pas à maintenir tout un tas de features en sachant que React Native par défaut c'est juste iOS et Android, Windows, React Native Web, etc. c'est quelque chose d'externe, n'essayez pas non plus d'en inclure plus que le scope en fait, de votre module. Parce que comme je vous le disais, quand vous maintenez un libre React Native, il faut penser aux updates et aux breaking change de React Native, aux updates et aux breaking change iOS, Android. Si vous avez un support macOS, si vous avez un support Windows, si vous avez un support React Native for Web, si vous avez un support React forcément. Mais voilà, en fait, toutes ces libs-là qui constituent le corps au final de votre module sur lequel vous reposez, donc lib et target, voilà, ils sont mis à jour tous les ans. iOS, Android, il y a des changements tous les ans, potentiellement cassants. Donc faites attention avant de partir dans des API un peu fancy, etc. Faites un truc qui est minimal, qui fait les choses bien, et potentiellement plus en termes. Petit exemple, ça c'est juste le changelog de React Native 0.65. Donc en tant que mainteneur, en fait, à chaque fois, vous êtes obligé de dire tout ça. Parce qu'en fait, on est encore sur une version 0. quelque chose, et il y a quotidiennement des breaking change entre versions. Donc effectivement, perso, moi, quand il y a un changelog, je suis un peu comme ça. Donc comme je vous le disais, vraiment focus sur une seule chose. Si derrière il y a des demandes qui sont externes à votre module, c'est pas grave, il y a un fork qui est toujours possible, ou alors une lib par-dessus qui vient abstraire au final ce que vous fournissez. N'hésitez pas à demander de l'aide aussi, faire des appels directement pour avoir des mainteneurs supplémentaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que même si la stack est complexe, ou alors qu'il y a une personne qui par exemple ne gère pas le côté Java de la lib ou le côté Objective-C ou peu importe, c'est toujours bien d'avoir des personnes pour vous aider parce que, comme je vous dis, il y a beaucoup de triage d'issues à faire pour ajouter des labels, etc. Pour peut-être diriger les utilisateurs vers une issue qui est similaire. Donc, regarde, en fait, ton problème, quelqu'un l'a déjà eu, regarde l'issue en question, tu auras ta réponse. Ça vous permet au final de trier un petit peu en amont. Et pareil, la personne peut demander plus de détails, etc. Donc moi, j'ai, comme je vous disais, Mike tout à l'heure, qui m'aide pas mal, donc le mec de React Native Firebase, qui me fait des gros coups de main. Donc voilà, et tout le monde devrait avoir un Mac. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai pas une petite question, Alors, c'est pas une réponse exactement forcément, mais un ratio de temps que ça te demande maintenant la maintenance. Alors la maintenance maintenant ça va, dans le sens où... alors du coup la maintenance de quelle vie par contre? Je sais pas, l'idée c'est pas forcément de parler du livre, mais en vrai, même comment tu t'organises dans ton travail pour gérer ça en fait. Alors dans mon travail, c'est généralement le soir. C'est ton temps off, perso. C'est ça, c'est en off, c'est perso, même si j'espère que par la suite en fait ce sera plus en plus dans mon boulot. Après derrière, je te dirais qu'au final c'est vraiment par phase, dans le sens où quand tu maintiens une libre React Native, tu as vraiment la phase septembre-octobre, donc ça qui est pile en ce moment, qui est pourri parce que derrière tu vas avoir la mage d'iOS et la mage Android qui arrivent en même temps. Et bon, il faut savoir c'est que les mages très souvent c'est des trucs vraiment, on va dire, commerciaux.
image commerciale, dans le sens où, regardez, il y a plein de features et tout. Par contre, il ne faut pas trop regarder dans les coins parce que c'est pas vraiment prêt, quoi. Et donc on se retrouve avec un mois ou deux où derrière on essaie de faire des hacks crado juste pour que derrière l'API qui est destinée à l'utilisateur final, donc l'API en JavaScript ou en TypeScript, reste clean. Et que la personne, elle n'a pas toute cette complexité en fait qui lui arrive dans la tronche. Voilà, parce que c'est pas forcément. En tout cas, l'exemple que j'ai en ce moment, c'est les splash screens sur Android 12. Question. La première, c'est concernant le test. On va parler un petit peu. Ouais. Tester sur votre machine. Ouais. Mais sinon, vous êtes bloqué sur par exemple. Ouais. Comment vous y prenez justement pour tester la librairie. Et la deuxième question, c'est rapidement comment se passe le déploiement. Donc c'est justement multiplateforme. On parlait de la maintenance du code, mais comment on passe du code aux librairies qu'on installe dans le Alors, en fait, au final, du coup, pour tout ce qui est test, j'ai vu que Microsoft utilise Appium, qui permet au final de faire des tests directement sur Appium. Après, je sais que c'est possible sur iOS et Android. J'avoue qu'au final, sur les libs React Native, une énorme majorité des libs, il n'y a pas de test côté natif. Donc potentiellement, il va y avoir des tests avec Jest côté JS. Mais le truc, c'est bon, généralement, comme c'est des bindings, c'est assez succinct. On fait des tests manuels en tant que il faut faire des tests manuels, il n'y a pas réellement de secret. Après, derrière, je pars aussi du principe qu'on est sur une librairie. Si potentiellement il y a une feature qui est en breaking change, toujours pareil, la phase de bêta, la phase de RC, bien prévenir les gens, et une fois qu'on a suffisamment d'informations sur les... Parce que c'est pareil, au final, il y a ça, mais il faut aussi compter, par exemple, toutes les versions de l'OS. Il y a une personne qui va vous dire, écoute, moi j'ai testé sur mon iPhone physique qui a iOS 12, c'est pas possible. Et ça marche pas, j'ai testé sur tel ordinateur Windows et ça marche pas, etc. Le truc, c'est qu'il y a tellement une infinité de cas que, effectivement, ça va être du test manuel. Et après, derrière, pour tout ce qui est déploiement, iOS, Android, il y a des plateformes qui font ça très très bien. Je pense à Microsoft App Center, il y a Bitrise aussi qui existe, des outils CI, justement, ils reconnaissent immédiatement un projet React Native, ils sont tout à fait conscients de l'auto-linking, donc comme je le disais, en fait, tout ce qui est dépendance native, ils savent gérer ça. Et à partir de là, on fait ça. parle du déploiement de votre librairie, des librairies que vous Ah, ok, en fait, j'utilise donc Bob, le vendor, qu'on vient mettre en fait dans le script de prepare, donc le prepare de NPM, donc un script au final qui trigger à chaque truc. Et en fait, dès qu'on fait un NPM publish, il va générer tous les fichiers, les déclarations de type, etc. Et après, c'est que via NPM en fait. C'est sur NPM. Même si c'est sur la plateforme, c'est NPM. C'est juste que au final, il n'y a pas que du JS qui est shippé, mais et après derrière, il y a des NPM ignore en fait dans chaque dossier. Parce que potentiellement, on se retrouve avec des artefacts Java énormes. C'est du vécu, donc... Une dernière question, c'est possible de d'autres. Moi, j'ai jamais fait de React Native, mais j'ai utilisé Capacitor, qui est la librairie de Ionic. Ouais. Je ne sais pas si vous connaissez. Comment on peut comparer un peu les deux projets? C'est le même niveau ou ça n'a rien à voir? Alors, je connais vite fait Capacitor, donc je connais pas Ionic. Pour moi, en fait, tu es dans du rendering web, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Donc c'est du HTML, CSS, JavaScript. Et derrière, en fait, ils ont été tweak le moteur JavaScript pour ajouter des méthodes qui vont communiquer avec le natif, c'est ça? C'est ça. En fait, c'est le rôle de Capacitor, justement. Ok, du coup, la différence, ça va surtout être au niveau du rendu. Le truc, c'est que React Native, par exemple, tu veux render un bouton, tu ne vas pas faire un render au final HTML, CSS, tu vas envoyer un JSON à travers donc, le pont, le bridge, et lui, du côté du trait natif, il va faire ok, donc j'ai cet objet, apparemment il veut me render un composant, ok, c'est une view, etc. Et lui, en fait, c'est lui qui en charge de ça. Ce qui fait qu'au final, c'est plus complexe, on va dire, d'implémenter ça. C'est pareil, un Flutter fait un peu la même chose que le Capacitor, sauf que c'est pas sur du web, mais le rendering est quand même côté VL. C'est plus complexe au final d'avoir quelque chose qui est, on va dire, similaire sur toutes les plateformes, dans le sens où, par exemple, un bouton sur iOS et un bouton sur Android, c'est pas forcément la même. Donc avec le temps, ils ont fait des abstractions supplémentaires, etc. Par contre, derrière, on a une API qui est vraiment native.
enfin, on a une app qui est vraiment native. Et ce qui est bien, c'est que par exemple, vous utilisez, je sais pas, React Native macOS, là derrière, un bouton rendu par React Native macOS, enfin, c'est un bouton macOS, exactement comme si vous utilisiez CocoaPod. Ce qui fait que si vous êtes malvoyant, etc., et que vous avez besoin d'accessibilité, de base, l'accessibilité fonctionne très bien. Il n'y a pas besoin de la réimplémenter en fait, justement en Flutter ou en web. L'accessibilité, c'est celle de la plateforme. Pas plus de questions. On peut l'applaudir à nouveau. Merci Mathieu, c'était excellent. En plus, il y a eu une démo réussie, donc je pense qu'on peut tous applaudir, ne serait-ce que pour ça. Merci Mathieu d'être venu spécialement de Paris en plus, pour nous, pour vous ce soir. C'est exceptionnel. Pour visiter Bordeaux aussi, accessoirement, notre belle région. Merci à Dotmind de nous accueillir ce soir. Merci à Swan de nous offrir toutes les victuailles autour desquelles on va pouvoir discuter tous ensemble et se retrouver en physique. Je suis tellement contente de vous voir. Merci à tous d'être là.